Aujourd'hui, 12 mai 2004, l'association Ciné-Histoire a organisé une journée à la découverte du Mont Valérien, lieu de mémoire le plus important de la région parisienne, lieu aux mémoires plurielles et encore peu connues des Parisiens. La visite commence devant le mémorial de la France libre, voulu par le général de Gaulle et inauguré en juin 1960. Si vous le voulez bien. Alors je vais faire une toute petite introduction avant les bronzes, pas grand chose, simplement pour vous dire que c'est un monument relativement récent, puisqu'il a été inauguré dans la nuit du 17 au 18 juin 60. Les guides officiels présentent le mémorial aux quelques 180 lycéens accompagnés de leurs professeurs. Il leur explique la signification allégorique des formes multiples et des épisodes de combat représentés dans les 16 sculptures en haut relief du fronton. Certains élèves prennent des notes. Puis, les lycéens passent silencieusement devant les 16 cénotaphes représentant chaque catégorie de combattants de la France libre. Le 17e, qui est vide, sera le cercueil du dernier compagnon de la Libération. Ensuite, ils commencent le parcours du souvenir, en passant par les lieux où étaient quotidiennement fusillés résistants et otages. Ils sont accompagnés des guides officiels et par M. Georges Dufaux, président de l'association des fils de fusillés du Mont Valérien. M. Dufaux est le fils de Joseph Epstein, alias Colonel Gilles, chef des francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, qui avait été arrêté à la suite d'un rendez-vous avec Missak Manouchian. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Vous pouvez, voilà, mettez-vous vous pouvez vous mettre autour, hein, faites le tour, ça sera plus simple. Voilà, mettez-vous bien tout autour. Avant de vous en parler, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Georges Dufaux. Je suis président de l'association pour le souvenir des fusillés du Mont Valérien. Et j'ai la malchance d'avoir eu un père qui a été fusillé au Mont Valérien. Il a été fusillé le 11 avril 1944 et son nom figure sur cette cloche, à cet endroit-là. Il s'appelait Joseph Epstein. Je reviendrai sur les gens qui ont été fusillés ici. Donc, le Mont Valérien avait été choisi par les nazis pour exécuter leurs otages et les prisonniers condamnés qui avaient été jugés. C'est devenu, au fil des ans, un symbole de la résistance. Au Mont Valérien, sur cette cloche, vous avez 1003 noms. C'est les 1003 personnes qui ont été identifiées à ce jour. Les otages, dans leur très grande majorité, pour ne pas dire dans leur quasi-totalité, en tout cas pour ce qui concerne la région parisienne, étaient des résistants conscients qui avaient été arrêtés pour faits de résistance, mais qui n'ont pas été jugés et qui ont été exécutés sans jugement à la suite d'actions de la résistance. On retrouve ici, et je pense que vous le verrez cet après-midi dans un film, celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Donc les deux symboles de la résistance des gens fusillés au Mont Valérien, c'est Destiendorf, le lieutenant de vaisseau Destiendorf, officier de marine catholique pratiquant, et Gabriel Péry, le communiste militant, rédacteur du journal L'Humanité.
Et c'est pour ça qu'Aragon en a fait un poème. C'est le symbole parce que ce sont les deux extrêmes, celui qui croit le côté, celui qui ne croit pas. Et sur cette cloche, vous retrouvez absolument cette diversité. Vous avez des Français, peu nombreux finalement, parce que c'était aussi une des caractéristiques des fusiliers du Mont Valérien. Beaucoup étaient des étrangers qui avaient commencé à la lutte contre le nazisme, parce que il faut employer le mot, la lutte contre le nazisme et le fascisme dans leur pays d'origine. Et ce parcours, ils l'ont poursuivi en France de façon naturelle, en s'engageant. Pour certains, et je prends l'exemple de mon père qui était polonais, eh bien, il revenait d'Espagne, il était prisonnier, enfermé par les Français, malheureusement, au camp d'internement de Gurs, et dans les Pyrénées. Et quand la guerre a été déclarée, eh bien, il s'est engagé volontaire dans la Légion étrangère, parce que comme il était polonais, il ne pouvait pas être intégré dans l'armée française. Il s'est engagé volontaire dans la Légion étrangère pour aller combattre le nazisme et les Allemands aux côtés de ses camarades français. Sur cette cloche, 1300 noms, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une femme. Ça peut sembler bizarre, parce que les femmes ont fait de la résistance aussi. Eh bien, c'est tout simplement parce que les Allemands jugeaient les femmes indignes d'être fusillées. Les femmes étaient des êtres inférieurs. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Alors ici, on est dans la Clairière. Avant de vous en parler, je vais vous lire ce qu'il y a sur cette place. C'est une grande place qui est en bas dans la Clairière. C'est de 1940 à 1944. Ici tombèrent plus de 4500 résistants, fusillés par l'ennemi, en leur indomptable foi dans les destins de leur pays. Donc ils arrivaient par le chemin là, ils descendaient ici, et dans cette clairière, il y avait 5 poteaux. Ces 5 poteaux ont occupé, vous avez pu les voir, vous en avez pu en voir là-haut. Bon, ils sont hachés par les balles, hein, ce sont les vrais, hein, c'est pas des reconstitutions. Donc ça se passait dans cette clairière. Et avant de descendre dans la clairière, la quasi-totalité des gens qui étaient fusillés ici étaient réconfortés, je dirais, ou pour ceux qui voulaient confesser, par un aumônier catholique qui s'appelait l'abbé Stock. La place, l'esplanade par laquelle vous êtes arrivés s'appelle l'esplanade de l'abbé Stock. Ce qui illustre bien aussi le fait que quand on résistait, c'était pas contre les Allemands qu'on se battait. Moi j'insiste toujours sur ça. On ne se battait pas contre les Allemands, on se battait contre les nazis et contre les fascistes. Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux choses. Ce n'est pas le peuple allemand dans son entier qui était concerné, c'était les idées. C'était les idées, même si à une époque elles ont été défendues par la majorité du peuple allemand, mais on se battait contre des idées et pour un idéal. Et il y avait, il faut le savoir, il y avait parmi les résistants des Allemands. Certains Allemands ont été fusillés ici, sur ce site. N'oubliez pas non plus que dans les camps de concentration en Allemagne, les premiers internés, les premiers enfermés étaient des Allemands, les premiers qui ont résisté contre Hitler. Ils sont échappés, qui ont réussi à partir. Est-ce qu'il y en a qui se sont échappés? Oui.
Oui, il y en a qui se sont échappés, très peu, mais il y en a qui se sont échappés. Dans le convoi qui a amené mon père, donc le 11 avril ici, il y a eu un évadé. Alors vous étiez nombreux ce matin à visiter avec nous un des plus hauts lieux symboliques de la résistance française. Ce lieu qui a été consacré en juin 1960 par le général de Gaulle à la mémoire de la France combattante dans son ensemble, était cependant resté muet sur le grand nombre de résistants tombés là, dans la clairière mitoyenne. Les héros, comme le dit M. Badinter, étaient devenus un long cortège d'ombres anonymes. Comme vous le savez, c'est à l'instigation de M. Robert Badinter, en 1997, que leurs noms leur ont été rendus. Nous regrettons énormément son absence aujourd'hui, en cette journée que nous lui devons, et puisqu'il nous manque, j'ai choisi de vous lire les extraits de son discours qu'il a prononcé pour l'inauguration du monument de Pascal Convert avec le nom des fusillés. Au Mont Valérien, consacré par le général de Gaulle au souvenir et à la gloire de la France combattante, là même où furent fusillés le plus grand nombre de résistants, leur nom n'était nulle part inscrit. Rien ne pouvait justifier cette indifférence, puisque dans les archives du temps de l'occupation, des registres, des documents conservaient les noms de la plupart des fusillés. À cette extraordinaire et injustifiable omission, j'entrepris dès que je la découvris de remédier par une proposition de loi soutenue par tous les groupes politiques du Sénat et qui recueillit l'accord du gouvernement. Ces hommes fusillés ici, ces hommes avaient une compagne, des enfants, des parents. Dans leurs dernières lettres sont toujours confondus l'amour de la patrie et des êtres chers. S'il est juste que le nom des fusillés du Mont Valérien soit inscrit et honoré au lieu même de leur exécution, il est bien que leurs femmes et leurs enfants puissent conduire ici leurs petits-enfants et leur montrer gravé dans le bronze le nom de leur grand-père, là même où il est mort pour la France. Demeure enfin le devoir de vérité. À lire la liste des noms de ceux qui furent fusillés ici, l'histoire de ces temps cruels prend corps sous nos yeux. Un même idéal, la France et la liberté, ont réuni en ce lieu, en un même tragique destin, des hommes venus d'horizons divers, combattants des FTP ou de l'armée secrète, gaullistes ou communistes, professeurs ou ouvriers, français ou étrangers, chrétiens ou juifs, tous se sont retrouvés là, dans la chapelle désaffectée, avant d'aller à la mort dans cette clairière. Certains portaient des noms à particules, d'autres des noms difficiles à prononcer, mais tous étaient devenus des frères de sacrifice. Jamais la devise de la République n'a été plus éclatante qu'en ces moments-là. La liberté était leur cause, l'égalité leur condition et la fraternité leur refuge. Je crois que rien ne témoigne mieux de l'amour de la France et de la République que cette communauté de destin. Il est saisissant que soit tombé pour elle l'officier de marine Estienne d'Or et le député communiste Gabriel Péry. Et côte à côte, Claude Varroquier, 20 ans, militant de la jeunesse ouvrière chrétienne, et Henri Bachstock, 20 ans, fils d'ouvrier polonais juif immigré, FTP, fusillé le 6 octobre 1943, et dont les dernières lettres à leurs parents bien-aimés s'achèvent par les mêmes phrases, par le même mot: « Je vous embrasse tendrement, vive la France ». Tout comme il est symbolique que le 21 février 1944 à 3 h de l'après-midi, quelques minutes avant l'exécution de Manouchian, chef de la Moye, et de 22 de ses camarades, aient été fusillés dans cette même clairière 3 lycéens de Saint-Brieuc qui n'avaient pas 20 ans, Yves Salahune, Pierre Le Cornec et Georges Geoffroy. Alors Robert Badinter remarque que la composition de cet ensemble de fusillés fait bien apparaître que se sont retrouvés là nombre d'étrangers aux côtés des Français. Il y a là une sorte de patrie combattante de la liberté sans frontières qui a une portée jusqu'à nos jours. Ces étrangers sont morts pour la liberté de la France et des Français. Les fusillés du Mont Valérien ne se référaient pas à leurs origines, mais à leur idéal. Toutes ces origines, toutes ces cultures se fondaient sur l'idée de la République et de la démocratie sans aucun communautarisme. C'est l'exemple à suivre aujourd'hui. Alors pour illustrer ces propos,
Nous avons réuni deux hommes d'origine et de parcours très différents. Alors, M. André Kirchen, avec 14 ans, il s'est engagé en août 40 avec son frère aîné Bernard dans l'organisation spéciale d'où devaient naître les FTP. Ses parents, bourgeois d'origine roumaine, n'étaient pas communistes, mais eux l'étaient. André était le benjamin des bataillons de jeunesse et un des rares lycéens. Le 10 septembre 1941, à l'âge de 15 ans, il fait son premier attentat sur un aspirant de marine à la station de métro Dauphine. Il le blesse à la jambe. Son frère, lui, est plusieurs fois arrêté, puis relâché, pour être finalement fusillé au Mont-Valérien en même temps que son père, le 11 août 1942. André Kirchen participe à un attentat à la salle Wagram le 8 mars 1942 et il est arrêté le 9 mars. Lors du procès célèbre de la Maison de la Chimie, qui a été filmé par les Allemands et dont vous verrez des extraits, il est l'un des 3 accusés non condamnés à mort en raison de son jeune âge. Il avait 15 ans et demi. Il sera interné 3 ans en forteresse en Allemagne. Sa mère, déportée à Auschwitz, ne reviendra pas. Monsieur Marcel Angel, qui est au milieu, lui, menait une vie de jeune homme, mais avec des faux papiers, parce que son père était rabbin. En début 1944, il se fait arrêter pour un contrôle d'identité dans le métro, et le commissaire qui contrôle ses papiers, en fait, était déjà passé à la résistance, et l'emmène en lui proposant de faire des filatures d'agents qui travaillaient pour l'occupant, ce qu'il accepte. Donc il fait ça pendant plusieurs mois, et il se fait arrêter, il est condamné à mort, et il devait être fusillé au Mont-Valérien, mais il a été libéré grâce à l'intervention du consul de Suède in extremis le 24 août 1944.